Donc moi je me présente d'abord, donc Jean-Luc Verdier, je suis ingénieur régional à Arvalis, basé dans le Lauragais, donc sur la station Interinstitut de Baziège, et donc je pilote la plateforme Cypre Lauragais, dont un certain nombre d'entre vous ont sans doute eu connaissance. Cette plateforme qui travaille donc sur des systèmes de culture innovants qui essaient de répondre aux enjeux de l'agriculture de demain. Donc, parmi ces enjeux, voilà, on a différentes ambitions, hein, donc qui sont diverses, et donc je vais essayer de vous faire part un petit peu de l'objectif de ces travaux. Donc cette plateforme Lauragais, elle est basée pas très loin d'ici, donc dans les coteaux argilo-calcaires. Et donc, le principe a été de réfléchir à la conception d'un système de culture qui se veut un peu innovant, hein. Donc, c'est un prototype qui a pour ambition de répondre à différents enjeux, puisqu'on va viser la multiperformance. Donc, cette multiperformance, on pourrait la résumer comme ceci. C'est une performance qui vise bien entendu à préserver, voire améliorer les résultats économiques, puisque sans ça, rien n'est possible. Donc, les performances économiques de l'exploitation. Un objectif d'amélioration de la fertilité des sols. Et donc, dans cette situation de coteaux argilo-calcaires, on a mis une priorité sur la protection des sols contre l'érosion. Et c'est là-dessus que je vais quand même axer une part importante de ma présentation, hein. On sait la fragilité de ces territoires du Lauragais vis-à-vis des risques érosifs. Donc, on a cette ambition-là d'améliorer la fertilité à ce niveau-là. On vise aussi une réduction de la dépendance aux intrants. Donc les intrants, c'est bien entendu les intrants chimiques, donc essayer d'être plus économe en utilisation des produits phytosanitaires, mais aussi plus économe en utilisation d'engrais minéraux, hein, par l'utilisation entre des plantes de service de type légumineuse pour compenser et utiliser la fixation symbiotique pour apporter de l'azote au système. Et on vise également donc une amélioration du bilan énergétique, hein, pour essayer d'améliorer les performances et de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la problématique réchauffement climatique. Voilà. Donc c'est de la multiperformance. Donc forcément, ça nous amène à devoir arbitrer et trouver des compromis qui essaient d'améliorer tous ces indicateurs, hein. On ne va pas mettre la priorité sur un seul critère. On essaie de trouver les meilleurs équilibres dans la conception du système pour arriver donc à répondre au mieux à ces différentes ambitions. Alors, ce travail, donc effectivement, il consiste à comparer ce système innovant, ce système donc un peu pilote, par rapport à un système témoin qui aujourd'hui représente encore quand même le système de référence du Lauragais, qui est la rotation blé dur tournesol, mais même si elle évolue, elle reste encore très présente. Et donc une rotation blé dur tournesol conduite classiquement avec un travail du sol à base de labour 1 an sur 2 avant la culture de tournesol. Voilà un petit peu le système qui nous sert de référence. Et à côté, donc, on a conçu ce système innovant, donc avec une forte diversification des cultures, puisqu'on est sur une rotation qui se déroule sur 8 campagnes, qui essaie de maximiser la diversité des espèces pour différents avantages sur lesquels je pense je vais pas revenir, et qui donne une place importante donc aux couverts végétaux, hein, aux couverts interculture, aux plantes de service, pour essayer de valoriser leur intérêt. Donc, cette rotation, elle s'appuie sur un certain nombre de places occupées par ces couverts, hein. On a des couverts qui viennent en plan de campagne dans le colza, ça va être représenté donc par la suite. On essaie ensuite d'établir, d'implanter aussi des cultures en semis sous couvert vivant, hein, donc dans l'enchaînement. On essaie de voir comment on arrive à réussir ce schéma d'implantation donc de semis sous couvert. On a également donc l'ambition de couvrir les sols au maximum, hein, puisque l'idée c'est d'éviter de laisser le sol nu, en particulier au printemps, pour protéger les sols et les couvrir et éviter l'érosion. Donc on utilise des couverts intermédiaires qu'on essaie de valoriser, ce qu'on appelle les cives, hein. Donc on a une cive qui est installée donc entre un blé dur et un sorgho, et j'y reviendrai, pour essayer de capitaliser à la fois les bénéfices du couvert et l'énergie de récupérer un peu de valeur ajoutée, donc avec de la biomasse qui pourra servir à alimenter un méthaniseur. On essaie aussi de mettre en place des couverts qui pourraient être valorisés sous forme de culture dérobée. Donc, on a un sarrasin installé derrière un poids qui a pour ambition à la fois de servir de couvert, mais aussi de culture pour récupérer un petit peu de valeur ajoutée. Et puis, bien entendu, on essaie de couvrir aussi l'interculture blé dur tournesol, donc dans laquelle on va implanter des couverts relais. Donc, l'idée, c'est d'implanter un couvert estival à base de sorgho fourragé, comme ça a été dit, enchaîné derrière avec un couvert à base de févrole jusqu'à la sortie de l'hiver, jusqu'au printemps, et donc d'installer notre tournesol dans ce couvert, donc qui sera détruit si possible par des moyens mécaniques,
puisque je l'ai pas dit, mais dans la réduction de la dépendance aux intrants, on essaie de se passer du glyphosate, hein, donc voir comment on arrive à faire cette chose-là, c'est pas encore forcément évident. Je pense que vous en êtes tous d'accord, hein, donc pas facile à réussir. Et puis donc on a également découvert qui s'installe également entre une interculture entre du blé tendre et du pois chiche. Voilà, donc voilà rapidement résumé comment est conçu notre système innovant. Et ce que je me propose, c'est de vous faire part de la manière dont on conduit et les résultats que l'on a obtenus pour l'instant donc sur ce système. Alors voilà, la plateforme, c'est une plateforme expérimentale. Rapidement, je ne vais pas trop détailler. Hein, c'est un dispositif assez lourd, assez prenant. Hein, donc avec tous les termes de la rotation présents chaque année. Hein, donc sur un coteau, comme je le disais, un coteau argilo-calcaire sur le bord du sillon Lauragais. Donc avec des répétitions pour avoir un dispositif exploitable en termes d'expérimentation. On travaille à l'échelle de grandes parcelles, enfin de taille de moyenne plutôt, je dirais, qui nous permet d'intervenir avec du matériel agricole, un matériel d'agriculteur. Et donc sur ce dispositif, il y a eu un gros travail de fait, de caractérisation du sol en particulier, pour être en capacité de mesurer les effets que l'on va constater à court et moyen terme, puisque le dispositif a démarré en 2015 et l'objectif c'est de le faire tourner sur 1 ou 2 rotations. Hein. Donc on se donne les moyens de suivre tout ce qui se passe au niveau du sol, au niveau des cultures, au niveau des bioagresseurs, pour être en capacité après d'exploiter tous ces résultats et d'être capable de donner des tendances et des performances sur ce système. Donc effectivement, je vais maintenant évoquer une problématique importante en lien avec la fertilité des sols et les couverts, qui est la problématique érosion. On a mis en exergue ce problème dans notre situation parce qu'on a jugé qu'effectivement c'était quand même parmi les problèmes un élément important qui affectait la fertilité des sols et qui dégradait cette fertilité à court et moyen terme. On sait que le Lauragais fait partie des territoires exposés au risque érosif, hein, donc il y a un certain nombre de travaux qui l'ont bien mis en évidence. Hein. Voilà, j'ai fait figurer la carte du GIS-Sol qui identifie bien le Lauragais comme un territoire avec un aléa jugé fort à très fort vis-à-vis de l'érosion. Hein. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vécu quand on a des événements érosifs comme sur la photo. Hein. Donc il y a des travaux qui ont permis de quantifier un peu les pertes de terre que l'on peut subir sur ces coteaux plus ou moins pentus, hein, qui sont soumis donc à des risques, hein, et des conséquences aussi, dans certains cas, des conséquences sur au-delà des parcelles, sur les infrastructures proches, hein, donc avec des coulées de boue qui peuvent colmater des fossés, atteindre des routes, voire des fois des zones habitées. Hein, donc effectivement des conséquences assez lourdes à la fois à l'échelle de la parcelle et à l'échelle du territoire. Donc un enjeu qui nous a paru important à prendre en compte. Donc, quand on focalise à l'échelle de la plateforme, hein, donc, qui donc, comme je le disais, a démarré en 2015, pour vous donner une idée un petit peu de la fréquence de ce risque-là. Hein, donc, quand on regarde un petit peu les observations qu'on a pu faire depuis que l'on suit cette parcelle en 2015, voilà, on a pu observer déjà 6 événements érosifs significatifs au printemps, hein, qui figurent dans le petit tableau en bas à droite de la diapositive. Hein. Et ce que l'on constate quand on fait le lien entre l'observation qui est faite de ces événements érosifs et la quantité d'eau qui est tombée dans la journée, alors certes, on n'a pas l'information sur l'intensité pluviométrique, mais on a le volume d'eau tombée, on voit qu'on a des événements érosifs qui peuvent se produire dès des quantités d'eau d'une vingtaine de millimètres. Hein. On n'est pas sur les 300 ou 600 millimètres que des événements cévenols, mais voilà, sur des quantités d'eau de cet ordre-là, on peut, au printemps, sur des sols préparés en terre fine, observer des coulées de boue plus ou moins importantes qui vont déclencher ces phénomènes érosifs et ces pertes de terre dans les coteaux. Voilà. Donc entre 20 et 40 millimètres, hein, c'est les pluviométries sur lesquelles on observe de l'érosion. Donc à partir de là, on a déjà dans un premier temps essayé d'évaluer à l'aide d'un outil qui est l'outil masque d'Exisol, hein, qui est un outil d'évaluation de risque et sur lequel il est possible d'évaluer la sensibilité à l'érosion, à la maîtrise de l'érosion. Donc, on a fait tourner cet outil à partir de la caractérisation de la sensibilité du milieu et de l'effet du système de culture, hein, qui prend en compte la couverture du sol, la rotation des cultures, le travail du sol.
Et ce que nous dit cet indicateur, c'est qu'effectivement, notre témoin, un blé dur tournesol, a une maîtrise de l'érosion très faible, donc effectivement un risque fort, et que notre système innovant tel qu'on l'a conçu aujourd'hui nous permet d'améliorer cette maîtrise. Alors certes, on n'est pas sur des niveaux maximaux, mais voilà, le système innovant, au travers de cette évaluation du risque, voilà, et considère que nos systèmes innovants améliorent la situation vis-à-vis de la protection des sols et de l'effet érosif. Alors qu'en est-il quand on essaie d'évaluer ce risque au niveau du risque fréquentiel ici? Donc j'ai repris des données météo de la station météo d'Ancrambad, sur lequel on a un historique maintenant qui devient voilà, qui est assez long. Et si on essaie d'évaluer le risque d'événements pluviométriques supérieurs à 30 mm par mois, donc sur 2 périodes de temps, les 12 années les plus récentes, 2008-2019, et puis donc en comparaison les 12 années précédentes, hein, sur la période de 1996-2007, ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même tendance à observer des effets érosifs, hein, des événements pluviométriques importants, plus marqués au printemps, hein, en particulier au mois de mai et juin, qui est bien la période au cours de laquelle effectivement les couvertures de sol sur les cultures de printemps sont pas encore suffisantes, et où effectivement on a des états de surface qui rendent le milieu sensible à l'érosion. Donc on a quand même un risque qui est réel et qui a même tendance à s'amplifier quand on regarde le nombre de cas d'événements mesurés donc sur ces périodes récentes. Et on voit également un phénomène qui peut également se produire à l'automne, hein, donc au mois d'octobre. Là, on a une tendance à avoir ces phénomènes de forte pluviométrie qui pourraient affecter des cultures implantées à l'automne, donc également. Voilà, donc une réalité du risque qui, je pense, est confirmée et qui est souvent partagée et qui est une réalité. Voilà. Donc, première chose que je voulais partager, c'est de dire, voilà, on a depuis donc l'implantation du dispositif en 2015-2016, on a maintenant un recul, hein, de 5 campagnes où on est en capacité de comparer voilà, le comportement d'une interculture couverte avec un couvert qui est dans l'ensemble un couvert à base de févrole, donc plus ou moins associé. On a des petites évolutions au cours des années, mais globalement, voilà, toutes ces intercultures ont été couvertes dans le système innovant, au moins avec un couvert à base de févrole. Et en comparaison, on peut regarder ce qui se passe donc sur l'interculture classique qui reste en sol nu labouré du système témoin. Voilà. Et donc, ce que l'on voit effectivement sur tous les événements érosifs que l'on a pu observer depuis le début de l'observation, c'est que visuellement, on observe un effet beaucoup moins marqué, comme ça peut se voir sur la photo qui est dessous, avec des sols qui sont restés stables, sur lesquels on n'observe pas ces coulées de boue, ces accumulations de terre fine en bande coteau, telles qu'on peut les voir sur le témoin. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément des moyens plus quantifiables pour mesurer cette quantité de terre qui descend du coteau. Voilà, aujourd'hui, c'est de l'observation visuelle. Voilà, on réfléchit à des méthodes un peu plus mesurées qui permettraient de faire une évaluation un peu plus quantifiée de ce risque. Mais visuellement, bon, on voit un intérêt et un effet significatif du couvert végétal, hein, qui est détruit peu de temps, 1 mois ou 15 jours, entre 1 mois et 15 jours avant le semis du tournesol. Et quand on a des événements érosifs qui se produisent même au-delà du semis, on voit visuellement donc un effet bénéfique de ces résidus végétaux qui limitent les coulées de boue. On observe, on l'a mis en évidence également en réalisant cette année ce qu'on appelle un slide test. Donc le slide test, ça consiste à immerger une motte de terre donc dans une colonne d'eau et on regarde effectivement ce qui se passe en termes de cohésion, de stabilité structurale. Et donc la photo parle d'elle-même, hein. On voit qu'effectivement dans la parcelle témoin, donc sur un sol qui a été labouré, on a une turbidité dans la période qui suit l'immersion de la motte de terre, hein. On voit bien la couleur de l'eau qui montre effectivement une motte qui n'est pas stable et qui se dégrade, alors que sur le système innovant avec le couvert, donc dans les mêmes conditions, toutes choses égales par ailleurs, on voit que la motte est a beaucoup plus de cohésion, de stabilité structurale, qui permet quand même d'expliquer le bénéfice qu'apporte le couvert végétal en lien avec le travail du sol sur la limitation du risque érosif. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire par rapport à ce qu'on a pu mettre en évidence effectivement sur l'effet bénéfique du couvert vis-à-vis de la protection de cette interculture longue avant le tournesol.
Donc, pour essayer d'un peu plus quantifier les effets de cette interculture, voici quelques éléments. Donc, vous avez ici donc la manière dont on implante notre couvert. Donc, on fait un couvert qui est généralement implanté en semi-direct, plutôt au mois d'octobre. Et donc, l'objectif est de le détruire en sortie d'hiver, donc vers le mois de mars. Alors, les premières années, on utilisait le glyphosate pour accompagner la destruction. En particulier, l'intérêt, c'était surtout de gérer les repousses et les graminées adventices présentes dans ce couvert, en particulier le régras. Donc, aujourd'hui, depuis 2 ans, on a fait le choix d'essayer de se passer du glyphosate et ça nous a obligés à remettre un peu de travail du sol pour assurer une destruction satisfaisante du couvert et des adventices présentes dans le couvert pour implanter notre tournesol sur un sol propre. Voilà, ce qui est une contrainte supplémentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Voilà, j'ai fait figurer sur le tableau dessous un certain nombre d'indicateurs que j'ai exprimés en pourcentage, en relatif par rapport au système témoin. Donc, j'ai comparé les performances du tournesol du système innovant, comparaison des performances du tournesol du système témoin. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en termes de produits bruts, de productivité, on n'est pas loin, on est à quelques pourcents dessous, mais globalement, bon, on a un comportement qui fait que notre résultat en termes de rendement et de produits bruts est très proche du système témoin. Ce que l'on voit, c'est qu'on a un temps de travail qui est un peu plus faible, donc on passe un peu moins de temps en termes de travail sur notre système innovant par rapport au système témoin. Il n'y a pas le labour. Par contre, on a des charges en intrants un peu plus importantes parce qu'il y a en particulier le poste semence de couvert qui vient impacter quand même sur les charges en intrants. Donc, et puis les premières années, là, les charges de destruction de ce couvert. On a également des charges de méca qui sont un peu plus importantes. C'est le semis, c'est la destruction. Donc voilà, ça coûte un peu plus cher en charge, intrants et méca. Et ce qui fait que ces surcharges donc nous amène à dégrader notre marge directe, effectivement. Donc on a au global une marge qui est moins bonne aujourd'hui sur notre tournesol innovant par rapport aux témoins. Alors aujourd'hui, notre système témoin fonctionne encore très bien. On peut considérer qu'effectivement la rotation blé dur tournesol à terme, on connaît ses limites et que effectivement à terme ça pourra peut-être, on peut penser que ça va rééquilibrer les choses. Voilà. Voilà, donc après, voilà, on émet un petit peu plus de gaz à effet de serre parce qu'on consomme plus de carburant. On a un bilan énergétique qui est correct et on arrive par nos conduites à réduire également l'IFT du tournesol, du désherbage du tournesol sur le système innovant par rapport au système témoin parce qu'on utilise aussi du désherbage mécanique et localisé sur la culture. Donc voilà un premier aperçu de ce qu'on pouvait dire en termes de performance et de résultats de cette séquence. Alors, deuxième séquence que je voulais développer, qui concerne toujours une interculture longue avant une culture de printemps. Là, on est avant un sorgho. Et donc, c'est ici qu'on a positionné donc, un couvert intermédiaire à valorisation énergétique. Donc, il s'agit d'une céréale, ça a été du triticale ou de l'avoine, qui est donc récoltée immature plante entière dans l'idée d'utiliser cette biomasse pour alimenter un méthaniseur. Donc c'est comme ça qu'on l'évalue et qu'on calcule son intérêt. Donc voilà le schéma de production. Donc on sème cette cive au mois d'octobre, on l'encile assez tard parce que l'idée c'est de maximiser la biomasse et pour maximiser la biomasse il faut la laisser pousser assez tard au printemps. Donc on l'encile en général vers la mi-avril et donc derrière on va installer notre sorgho en travail du sol simplifié. Aujourd'hui c'est une implantation à base de striptil et d'un semis simplifié donc avec un semoir à disque qui permet d'installer la culture de sorgho au plus vite après la récolte de cette cive ensilée donc au printemps. Pardon. Voilà. Donc, quel résultat obtient-on sur ce schéma-là, sur cette séquence-là? Donc, les bénéfices et les atouts qu'on a pu mettre en évidence donc sur les 3 années pour lesquelles on a pu conduire de façon satisfaisante cette séquence de culture, cette succession de cultures. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, le couvert joue un rôle positif vis-à-vis de la couverture, de la protection du sol vis-à-vis de l'érosion, puisque la céréale implantée est présente au printemps et donc limite l'exposition du sol vis-à-vis de l'érosion, donc un effet bénéfique. Un effet intéressant de valorisation de cette biomasse, puisqu'on récolte une biomasse qui a une valeur économique à l'échelle du système. Par contre, on identifie des contraintes fortes qui aujourd'hui quand même rendent la séquence pas toujours facile à réussir. On observe certaines années une concurrence hydrique, donc effectivement le couvert gardé assez tard dans un système qui n'est pas irrigué, certaines années va affecter la disponibilité en eau pour la culture de sorgho qui vient derrière. Donc là, ça pose quand même quelques questions.
à réfléchir. Et puis l'autre problème auquel on est confronté dans cette séquence, c'est la destruction des repousses et des graminées présentes dans ce couvert, dans un schéma où on essaie de se passer du glyphosate. Et là, effectivement, là aussi, c'est une problématique qui reste à gérer. Voilà. Donc, vous avez les résultats moyens sur 3 campagnes. On fait à peu près la même quantité. On fait 4,7 tonnes de biomasse matière sèche de cive et un sorgho, pardon, à en moyenne 47 quintaux hectares, ce qui n'est pas un rendement extraordinaire, mais voilà, donc dans le contexte là. Donc, ce que l'on observe en termes de performance, quand on regarde les performances de cette séquence cive plus sorgho par rapport à la performance soit du système innovant dans sa globalité, soit du système témoin, ce que l'on observe, c'est qu'on a une séquence qui est quand même performante en termes de production d'énergie, c'est-à-dire qu'on a une production d'énergie produite et même un bilan énergétique quand on fait la production moins la consommation pour produire, qui est meilleur que ce qu'on obtient en moyenne générale à l'échelle des systèmes. Donc l'objectif est plutôt atteint. Par contre, cette production de biomasse, elle n'est pas bien valorisée, puisqu'on voit que par contre, en termes de marge économique, on est moins bon que la marge dégagée à l'échelle de l'ensemble du système. Voilà. Donc on a un système qui n'est pas forcément bien valorisé en termes économiques, qui a plutôt tendance à dégrader les performances économiques de notre système. Voilà ce que je voulais dire sur cette séquence. Hein, donc, des questions à poser qui nous amènent à nous interroger sur des améliorations à apporter pour rendre notre système un peu plus efficace. Donc, si je me résume pour vous donner un petit peu à l'échelle du système les premiers enseignements que l'on peut tirer et de ces premières années d'expérimentation, de mise à l'épreuve de notre système innovant à l'échelle des systèmes des plans de campagne et les écarts qu'on a pu observer entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Voilà, le premier défi auquel on se confronte aujourd'hui et pour lesquels on n'a pas forcément encore toutes les réponses, c'est d'arriver à concilier la protection des sols. Donc, on a vu les enjeux autour de la fertilité et de la protection des sols vis-à-vis de l'érosion, qui passe par une limitation du travail du sol et la couverture du sol. Et comment concilier cet objectif avec une réduction de la dépendance aux herbicides et en particulier un objectif zéro glyphosate. Donc là, effectivement, c'est là que se joue une part importante de notre système qui nous amène à devoir réintroduire un peu plus de travail du sol dans la gestion des intercultures par rapport à ce qu'on avait imaginé initialement. Et puis, bien entendu, en lien avec ça, c'est réussir l'implantation des cultures de printemps après un couvert, parce que c'est là qu'effectivement les difficultés sont les plus prégnantes et les risques d'échec les plus importants. Voilà, quand on regarde un petit peu les différentes implantations des cultures depuis les cultures semées en été jusqu'aux cultures semées au printemps, on voit qu'effectivement les difficultés s'accroissent quand on va vers des semis de printemps. Sur les semis d'été, qui sont des semis soit de couvert, soit de la culture de colza, on arrive assez bien à installer soit en semi-direct. Donc, la règle de décision, c'est de dire effectivement, dès lors qu'on a, parce que notre problématique majeure, c'est le régras, quand on n'est pas confronté au régras, on peut facilement installer nos couverts ou notre colza en semi-direct. Et sinon, effectivement, le schéma choisi, c'est d'utiliser le scalpage ou le déchômage pour installer sur un sol propre et d'installer notre culture par la suite. Sur des cultures d'automne, c'est un peu plus délicat. Dès lors qu'on a des reverdissements et en particulier de régras, on voit qu'effectivement l'implantation sans glyphosate nous oblige à retravailler le sol et certaines années on a des repiquages de graminées qui rendent le désherbage un peu plus compliqué. Et les choses se corsent davantage et les difficultés s'accroissent dès lors qu'on doit implanter des cultures soit en cours d'hiver, soit au printemps. Et donc là, effectivement, la réussite nous amène ponctuellement à avoir dû réintroduire ponctuellement des outils type charrue déchômeuse pour arriver donc à équilibrer, à réduire, à mieux gérer en particulier la problématique régras dans notre système. Voilà. Donc voilà aujourd'hui où on en est en termes de réflexion et d'état des lieux concernant donc la faisabilité et la performance de notre système. C'est effectivement d'arriver à trouver un bon équilibre entre cette couverture du sol et la qualité de l'implantation de la culture suivante. Voilà. Et pour illustrer cette petite réalité, donc simplement 2 photos pour conclure,
qui montre un petit peu les enjeux et les risques et les échecs auxquels on peut être confronté pour implanter des couverts, et en particulier des couverts estivaux. Donc ici, vous avez une photo réalisée donc cette année, donc où on a implanté donc un couvert à base de sorgho fourragé, comme la question a été posée tout à l'heure, un sorgho fourragé multicoupe. Et ici, vous avez à gauche une implantation réalisée en semi-direct, de suite après la moisson du blé, fin juin, en comparaison avec une modalité où on a dû travailler le sol parce qu'on avait de l'enherbement qui nécessitait de nettoyer avant de semer. Et vous voyez, dès lors qu'il y a un travail du sol qui assèche la surface, dans un contexte climatique très sec, puisque là, on a eu 10 mm d'eau pendant les 2 mois qui ont suivi l'application, le semis, pardon, eh bien, on a un échec de levée ou une levée très tardive, puisque les levées ne sont intervenues que fin août, après l'arrivée des premières pluies, alors qu'en semi-direct, on a pu quand même encore bénéficier de la fraîcheur du sol et donc avoir un couvert qui certes n'est pas extraordinaire, mais vu le contexte de l'année, a quand même pu s'installer, donc dès lors qu'on a installé notre couvert en semi-direct. Voilà. Donc toute la question sur la qualité du semis qu'évoquait donc Lionel tout à l'heure, sur les enjeux pour réussir un couvert, il faut y mettre du soin et l'implanter aussi bien que ce qu'on implanterait une culture. Je pense que c'est une réalité auquel que je partage au vu de ce qu'on a observé. Voilà. Voilà, donc simplement pour vous informer que Arvalis a prévu de communiquer donc sur ce sujet des plantes de service, donc début janvier. Donc on a un rendez-vous pour faire le tour de ces questions sur les plantes de service, les bénéfices à attendre, donc sous forme d'un live streaming qui se déroulera sur 3 matinées, le 18, 19 et 20 janvier. Voilà, donc autour des plantes de service, fertilité des sols, de la protection des cultures et de l'approche multiservice. Voilà, donc des sujets qui sont proches de ce qu'on vient d'évoquer ce matin, mais voilà, pour prolonger le débat, donc un colloque auquel nous vous donnons rendez-vous donc début janvier. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis donc je laisse la place aux questions s'il y en a. Merci Jean-Luc pour ta présentation. Ce que je te propose, c'est qu'on lance le témoignage de l'agriculteur. Voilà, et on prendra quelques questions après. Donc juste pour information, on a pris un petit peu de retard. Je pense qu'on aura un quart d'heure de retard pour les participants, si vous pouvez rester connectés jusqu'à la fin du webinaire. Donc vous allez là voir un témoignage d'un agriculteur qui est donc intégré dans un groupe CIPRE. Et je vous envoie la vidéo. La superficie SAU, elle est de 500 hectares. On est dans des coteaux non irrigués argilo-calcaires. On fait de blé dur, blé tendre, un petit peu d'orge, des pois pour les cultures d'hiver. Et pour les cultures de printemps, on fait du sorgho, tournesol, maïs et colza semences. Tout est en sec, zéro irrigation. On est en non-labour depuis 20 années et il me semblait que pour évoluer, il fallait franchir le pas du couvert. Et pour améliorer nos structures, ou du moins les préserver, améliorer un peu plus les matières organiques, et redonner de la vie et de la fertilité à notre sol. Mon objectif, c'est de diminuer mes apports d'azote minéraux pour baisser sur les cultures de printemps et avoir un résiduel sur nos blés pour avoir soit un rendement supérieur, soit une qualité au niveau protéines supérieure. On travaille des couverts végétaux depuis 3 ans maintenant, avec couverts de fèves pour l'hiver et couverts estivaux avec du sorgho fourragé associé avec du trèfle. L'année dernière, ça a très bien marché. Cette année, ça a été plus que compliqué. On n'y est pas arrivé à faire lever nos sorgho fourragés. Ils ont levé uniquement avec les pluies du mois de septembre. Pour ce qui est matériel, on n'a rien changé. On a utilisé le matériel qu'on avait. Les féveroles, on les a semées à l'épanneur d'engrais et recouvertes avec un gisel. Donc là, zéro investissement, ça a très bien marché. Après, on a voulu associer de la facélie
Donc là c'est un peu plus compliqué, ces petites graines. On a essayé avec le délimbe, le résultat n'était pas bon. Donc on a investi dans un petit semoir qu'on a mis sur le gisel. C'est un peu mieux. Aujourd'hui on a investi dans un déchômeur. Le déchômeur, c'est un déchômeur à disque indépendant avec un rouleau hacheur à l'avant des disques. Et les disques, ce ne sont pas des disques concaves classiques, ce sont des disques avec une forte ondulation qui mulchent très superficiellement et qui arrivent à scalper la totalité de la surface du sol sans aller en profondeur. Et les rouleaux hacheurs nous permettent de coucher et pré-hacher les couverts, notamment de Faverolles. On avait des couverts de Faverolles qui arrivaient à la taille, voire plus haut. Et on sort des brins à la sortie qui ne dépassent pas les 20 cm. Et avec 5 cm de travail de profondeur, on arrive à tout mélanger homogènement. Que c'est important pour après avoir une bonne dégradation du couvert et arriver à avoir un lit de semences de bonne qualité. On a acheté un semoir monograine type rapide avec des chasse-mottes rotatifs qui nettoient la ligne semis et ce qui nous permet d'avoir un contact terre-graine uniforme sans couvert, sans végétaux dans la ligne semis. Dans un sol non couvert, on va faire des mottes qui vont être comme le poing, voire plus grosses, qui ne vont jamais se détruire. Tandis que dans un couvert, c'est rempli de racines. Vous faites des mottes, il fait 10 mm sur vos mottes, vous revenez, vous faites de la terre fine, c'est impressionnant. On a fait notre première récolte de blé sur un précédent tournesol associé avec une Faverolles. Et cette parcelle, cette année, ça a été la parcelle où on a fait le meilleur rendement. De mémoire, on a fait 3-4 quintaux de mieux. On a semé nos cultures de tournesol et maïs avec 80 kg pour le tournesol de 1846 et 5 kg pour le maïs. Sur le tournesol, ça a été la seule fertilisation qu'il y a eu. Couvert sans couvert, on a fait 25 quintaux sur 2 parcelles équivalentes. On utilise moins d'engrais minéraux. Je vais essayer cette année une association sur le blé peut-être, blé sarrasin pour essayer de freiner les levées de raigrans. Peut-être qu'il y aura un effet plante de campagne aussi, peut-être sur les pucerons, sur les blés. Alors les couverts, pour les semer, c'est pas un problème. Ça devient un peu plus compliqué au moment du semis et de la destruction du couvert. Il faut savoir être patient. Il faut arracher le couvert végétal, regarder comment réagit la terre. Il faut un couvert dense. Les Faverolles, il ne faut pas avoir peur de mettre la densité. Le minimum, c'est 150 kg hectare, voire plus, parce que la Faverolle met du temps à se développer en début de cycle. S'il y a de la concurrence, notamment avec des raigrats, il faut augmenter la densité de semis. On peut arriver à 200 kg de fèves. Ce n'est pas pénalisant pour la Faverolle. Ce n'est pas une culture qu'on fait, c'est un couvert végétal. Plus le couvert sera uniforme sur toute la parcelle, plus facile il sera à détruire après au moment du semis. Pour se faire à la main, on peut déjà commencer avec le matériel existant. J'ai la chance d'être dans le groupe Cypre où on échange avec un bon nombre d'agriculteurs et de techniciens. On discute beaucoup quand on se rencontre. On va sur les parcelles, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche moins bien. On a les instituts et certains techniciens qui commencent à s'intéresser de plus en plus. Et du coup, on arrive à avoir, en prenant un peu des idées à gauche à droite, avoir des bonnes idées.